Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée. Une idée qui, à première vue, peut sembler complètement folle en matière de stratégie d'entreprise. Ah ouais, On nous a toujours dit qu'il fallait se battre, être le meilleur, écraser la concurrence. la base quoi. Exactement. Et si la seule façon de vraiment gagner, c'était d'arrêter complètement de se battre. Ça peut paraître complètement paradoxal, c'est vrai, mais c'est pourtant le principe de base de ce qu'on appelle la stratégie océan bleu. La stratégie océan bleu. Oui, une théorie développée par W. Chang Kim et René Mauborgne. Leur idée, c'est que le monde des affaires est divisé en deux univers bien distincts. Le premier, c'est l'océan rouge. L'océan rouge. J'imagine que c'est là où tout le monde se bat. L'eau est rouge à cause du sang des concurrents, c'est un peu ça l'image? C'est tout à fait ça. C'est l'espace de marché qu'on connaît, avec des règles du jeu bien établies. Toutes les entreprises se lancent dans une bataille acharnée. Pour une part de marché qui n'est pas extensible. Précisément, c'est une lutte à mort qui mène aux guerres de prix, à des produits qui finissent par tous se ressembler. Et de l'autre côté, il y a donc l'océan bleu. Si je suis la logique, c'est un endroit calme où il n'y a personne, un espace de marché vierge. Exactement. L'océan bleu, c'est l'espace inconnu, inexploité, où il n'y a pas encore de concurrents. Là, on ne se bat pas pour des parts d'un gâteau existant. On crée un gâteau entièrement nouveau. Voilà. La demande est créée, pas disputée. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment on trouve ou comment on crée ces fameux océans bleus. Alors, commençons par le début. Pourquoi est-ce si important de vouloir fuir cet océan rouge? Après tout, c'est là que se trouvent les clients. La stratégie classique, c'est de s'y faire une place, non? Oui, mais cette approche mène souvent à une impasse. À force de se copier les uns les autres pour être le meilleur, tout le monde finit par proposer la même chose. Et les marges s'effondrent. Les marges s'effondrent et le seul argument qui reste, c'est le prix. C'est une course vers le bas. Et ce qui est fascinant, c'est que même les modèles qu'on nous a vendus comme des exemples d'excellence ne tiennent pas la route sur le long terme. Comment ça? Les auteurs ont regardé de près des best-sellers comme Le prix de l'excellence. Et ils se sont rendus compte que quelques années seulement après la publication, la majorité des entreprises citées en exemple avaient perdu leur position de leader. Ah oui, quand même. En fait, leur performance était souvent moins liée à un management génial qu'à la bonne santé de tout leur secteur. Quand un marché est en pleine croissance, il est beaucoup plus facile de briller. Donc on a admiré des entreprises qui avaient juste eu la chance d'être au bon endroit au bon moment. Ça remet pas mal de choses en question, ça, hein. Si ce n'est pas l'entreprise, le secret de la réussite, c'est quoi alors? C'est ça qui est contre-intuitif. La bonne unité d'analyse, ce n'est pas l'entreprise, ni même le secteur, c'est ce qu'ils appellent l'avancée stratégique. L'avancée stratégique. Oui, c'est l'ensemble des décisions qui aboutissent à la création d'une offre qui, elle-même, crée un nouveau marché. Prenons l'exemple de Compaq. Compaq, le fabricant de PC. Mais ils ont été rachetés par HP, ils ont disparu. C'est plutôt un échec, non? En tant qu'entreprise, oui, elle a disparu. Mais son avancée stratégique la plus marquante, la création du marché des serveurs informatiques, a été un succès colossal. D'accord. Cette idée a généré des milliards et a enrichi toute l'industrie pendant des années. L'entreprise est morte, mais l'océan bleu qu'elle a créé lui a survécu. On est obsédé par la survie de l'entreprise, alors que la vraie valeur, la valeur durable, c'est l'idée, c'est le marché créé. D'accord, je vois. C'est le mouvement stratégique qui compte, pas forcément l'entité qu'il porte. Mais alors, comment on fait? Comment on arrive à voir ce que les autres ne voient pas? On a l'impression que tout le monde dans un secteur a un peu la tête dans le guidon. C'est souvent le cas. Et pour sortir de ça, le premier outil est un outil de diagnostic, le canevas stratégique. L'idée, c'est de visualiser sur quoi la compétition se joue réellement. Ok. Prenons le marché du vin américain à la fin des années 90. Un océan rouge parfait. Des milliers de producteurs, une demande qui stagne, une concurrence féroce. D'accord, donc si je veux comprendre ce marché, que dois-je regarder? Alors, imaginez une liste de tous les critères sur lesquels les producteurs de vin se battent. Le prix, bien sûr, mais aussi le prestige du domaine, la complexité du goût, l'utilisation d'un vocabulaire très technique, le potentiel de vieillissement, toutes ces choses qui font qu'un vin est considéré comme bon, en somme. Exactement. Et ensuite, on regarde comment les différents acteurs se positionnent sur chacun de ces critères. Et là, on découvre quelque chose de frappant. Qu'est-ce qu'on découvre? Que vous preniez un grand vin de Bordeaux, très cher, ou un vin de table bas de gamme, leurs profils stratégiques sont quasi identiques. Ah bon? Oui, les deux misent sur le prestige, sur la tradition, sur la complexité. Leurs stratégies sont des copies conformes, juste à des échelles de prix différentes.
C'est la signature d'un océan rouge. Tout le monde joue le même jeu. C'est clair. Donc, avec cet outil, on a une photo de la situation, on voit que tout le monde se copie, mais une photo, ça ne donne pas un plan d'action. Comment est-ce qu'on passe de ce constat à la création de quelque chose de vraiment nouveau? C'est là qu'intervient le deuxième outil, qui est un outil d'action. La grille des 4 actions. Elle est basée sur 4 questions très simples, mais vraiment très puissantes. D'accord, 4 questions pour redéfinir les règles du jeu. C'est ça. La première est, parmi tous les critères que le secteur considère comme acquis, lesquels peut-on purement et simplement exclure? Exclure, Pas juste réduire, mais supprimer complètement. complètement. La deuxième question, quels critères doivent être atténués, c'est-à-dire réduits bien en dessous de la norme du secteur? Là où on surinvestit pour rien, j'imagine. Exactement. La troisième, à l'inverse, c'est quels critères doivent être renforcés, c'est-à-dire poussés bien au-delà de la norme. Et la quatrième doit être la plus créative, j'imagine, ce qu'on peut inventer. C'est la question la plus importante. Quels critères totalement ignorés par le secteur peuvent être créés? En répondant à ces 4 questions, on ne cherche plus à choisir entre se différencier ou avoir des coups bas. On cherche à faire les deux en même temps. Voilà. C'est ce qu'ils appellent l'innovation valeur, créer un bon de valeur pour le client tout en réduisant ses propres coûts. L'exemple du vin australien Yellowtail est incroyable pour illustrer ça. Ils sont arrivés sur ce marché américain saturé et ils ont fait quelque chose de radicalement différent. Oui, et leur point de départ a été de ne pas regarder les clients existants du vin. Mais les non-clients, Exactement, les millions d'Américains qui buvaient de la bière ou des cocktails. Ils leur ont demandé pourquoi ne buvez-vous pas de vin? Et la réponse était quasi unanime. laissez-moi deviner. C'est trop compliqué, c'est snob, je n'y comprends rien. C'est tout à fait ça. Le vin était perçu comme prétentieux, intimidant et avec un goût souvent trop fort, trop complexe. Un vrai obstacle. D'accord. Fort de cette information, le producteur, Casella Wine, a appliqué la grille des 4 actions. D'abord, qu'est-ce qu'ils ont exclu? Tout le jargon compliqué, j'imagine. Tout le jargon énologique, compliqué sur les étiquettes, la notion de potentiel de garde, les publicités traditionnelles dans les magazines spécialisés. Ils ont enlevé tout ce qui faisait peur, en somme. Et qu'est-ce qu'ils ont atténué? Ils ont atténué l'importance du prestige du vignoble, la complexité du goût et surtout la variété de l'offre. Plus besoin de choisir entre 30 cépages différents. Attendez, ça c'est fou! Toute une industrie passe des décennies à essayer de créer des goûts complexes, sophistiqués. Et eux, leur idée de génie, c'est de faire l'inverse. Un vin simple. C'est le cœur de leur stratégie. Un vin fruité, doux, facile à boire, qui plaît immédiatement, sans effort. Ensuite, ils ont renforcé un critère, le prix. Ils se sont positionnés au-dessus des vins de table, mais bien en dessous des vins de qualité. Ils ont créé un nouvel espace. Et le plus important, qu'est-ce qu'ils ont créé de toutes pièces? Ils ont créé 3 choses. La facilité de consommation, on vient d'en parler. La facilité de choix. Au début, il n'y avait que 2 options, un rouge et un blanc. Impossible de se tromper. Voilà. Et enfin, une image de marque fun, accessible, aventureuse, symbolisée par ce kangourou coloré sur l'étiquette, très très loin du classicisme des châteaux français. Le résultat, c'est une stratégie complètement différente. Au lieu de se battre sur le terroir et les tanins, ils se sont battus sur la simplicité et le fun. Et ça a été un raz-de-marée. Ils n'ont pas seulement pris des parts de marché aux autres vins, ils ont surtout converti des millions de buveurs de bière et de cocktails. Ils ont massivement agrandi le marché. C'est fou! Et le plus fou, c'est que ce succès a été obtenu au départ sans aucune campagne de publicité massive. Le produit était si différent qu'il a créé son propre bouche à oreille. L'exemple de Yellowtail est génial, mais il donne un peu l'impression d'être un coup de génie isolé. Est-ce qu'on peut vraiment trouver ces idées de manière systématique, ou est-ce qu'il faut juste attendre d'avoir une illumination? Non, on peut les chercher de manière systématique. Les sources décrivent plusieurs pistes. L'une des plus puissantes consiste à regarder les solutions alternatives. Les solutions alternatives. C'est-à-dire? Ce sont des produits ou services qui ont des fonctions différentes mais qui répondent aux mêmes besoins, fondamentaux. Prenez NetJets. Ok. Pour un voyage d'affaires rapide, une entreprise a 2 solutions alternatives. Réserver un billet en classe affaires ou acheter un jet privé. 2 produits très différents, en effet. Mais qui répondent aux mêmes besoins, avec des avantages et des inconvénients très clairs. Le vol commercial n'est pas trop cher, mais il y a les contraintes, les retards. Et le jet privé est ultra rapide et flexible, mais il coûte une fortune. Exactement. NetJets a analysé ce dilemme et a créé une offre qui combine le meilleur des deux mondes, la propriété partagée de jets. Intéressant. Ils ont offert la rapidité et la flexibilité du jet privé, mais au prix d'un billet de première classe.
Ils ont créé un océan bleu de plusieurs milliards de dollars en regardant non pas les concurrents des jets privés, mais les clients des compagnies aériennes. C'est intéressant, parce qu'une autre piste décrite dans les sources semble suivre une logique assez similaire. L'exemple de Curves, la société de fitness pour femmes. C'est un excellent parallèle. Dans le fitness, il y avait deux grands groupes stratégiques. Les salles de sport traditionnelles, chères, chronophages et souvent intimidantes. Et de l'autre côté, les programmes d'exercice à la maison. Pas chers, privés, mais où il est difficile de rester motivé. C'est ça. Les femmes étaient forcées de faire un compromis. Curves a créé une solution hybride. Ils ont offert la motivation d'un club, mais avec la rapidité et l'intimité d'un programme à domicile. Et pour y arriver, ils ont dû exclure plein de choses. Ils ont tout exclu, ou presque. Tout ce qui n'intéressait pas leur cœur de cible. Les saunas, les jus de fruits, les miroirs partout, et surtout, la présence masculine. Pour créer un concept simple, un circuit de 30 minutes, efficace, convivial et pas cher. Encore une fois, ils n'ont pas essayé de faire de meilleures salles de sport. Ils ont créé quelque chose de nouveau pour des millions de femmes qui n'allaient nulle part. On voit un schéma qui se dessine. Regardez les compromis que les gens font. C'est une piste très fertile. Et il y en a une autre qui est fascinante, qui ne porte pas sur le choix du client, mais sur la nature même du produit. Est-il fonctionnel ou émotionnel? Et en inversant cette nature, on peut créer un océan bleu. C'est-à-dire transformer quelque chose d'émotionnel en quelque chose de purement pratique. Oui, comme Cubi House au Japon. Aller chez le coiffeur là-bas, c'était un rituel d'1 heure. Massage, serviette chaude, café. Une expérience. Une expérience émotionnelle. Cubi House a tout supprimé pour se concentrer sur une seule fonction, la coupe. Résultat, une coupe de cheveux en 10 minutes, hygiénique pour un prix dérisoire. Et l'inverse est possible, rendre un produit purement fonctionnel beaucoup plus émotionnel. C'est ce qu'a fait Cemex, un producteur de ciment au Mexique. Difficile de trouver plus fonctionnel qu'un sac de ciment. Clairement, on n'achète pas du ciment pour se faire plaisir. Sauf que Cemex a réalisé que pour des millions de familles modestes, le ciment n'était pas qu'un matériau. Il était le moyen de réaliser un rêve, ajouter une pièce à leur maison. Un rêve souvent inaccessible. Inaccessible faute d'épargne. Ils ont donc lancé Patrimonio Oil. Ils ont transformé la vente de ciment en un système d'épargne collective. Ils n'ont plus vendu des sacs de ciment, ils ont vendu la concrétisation d'un projet de vie. Ils ont injecté une charge émotionnelle immense dans un produit banal. C'est exactement ça. L'idée de Cemex est géniale, mais elle semble aussi incroyablement complexe à mettre en place. On passe de la vente d'un produit simple à la gestion d'un système communautaire. Ce n'est pas un risque énorme? Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Le risque existe et il est très élevé. Une idée brillante ne suffit pas, l'exécution doit suivre. Et c'est souvent là que le bas blesse. Donc si je résume ce qu'on a vu, ce qui me marque le plus, c'est que la clé n'est jamais d'essayer d'être meilleur que les autres sur les critères existants. Non, jamais. Il faut changer de terrain de jeu pour rendre la comparaison même impossible. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Rendre la concurrence non pertinente. En utilisant des outils comme le canevas stratégique pour voir ce que tout le monde fait et la grille des 4 actions pour faire différemment, on peut chercher à créer cette innovation valeur. Tous ces exemples sont fascinants, mais ils concernent surtout des produits grand public. Est-ce que cette logique peut s'appliquer à des projets beaucoup plus grands, plus complexes, comme dans l'industrie de la défense par exemple? C'est une excellente question. Et les sources évoquent un cas qui est une parfaite illustration des limites de l'exercice. Le programme de l'avion de chasse F-35 américain. Ah oui, Sur le papier, l'idée était une pure stratégie océan bleu. Au lieu que l'armée de l'air, la marine et les marines développent chacun leur propre avion, ce qui coûte une fortune? une fortune, oui. L'idée était d'en créer un seul, adaptable aux besoins des trois. Fusionner 3 océans rouges en un seul océan bleu pour réduire drastiquement les coûts. Une idée qui semble géniale en théorie. Un seul avion pour tout le monde. Sauf que ce projet est devenu célèbre pour ses retards et ses dépassements de budget. Faramineux. Exactement. Et le problème ne venait pas de la stratégie elle-même, qui était brillante. Il venait de l'exécution. Le manque de coopération, les rivalités entre les corps d'armée, les cahiers des charges contradictoires, tout cela a transformé le rêve en cauchemar logistique. Ce qui nous amène à une question de fond. Une stratégie océan bleu, aussi géniale soit-elle sur le papier, peut-elle survivre à une exécution chaotique? Ou est-ce que le véritable secret, c'est d'intégrer la dimension humaine, l'exécution, dès la conception de la stratégie? C'est peut-être la clé ultime.
Les auteurs parlent de management équitable, s'assurer que toutes les parties prenantes, des ingénieurs aux partenaires, sont impliquées et engagées dans le processus. Sans cet alignement humain, la plus belle stratégie du monde risque de rester une simple idée sur une feuille de papier. Peut-être que le comment on met en œuvre la stratégie est tout aussi, sinon plus, important que le quoi. C'est une pensée à méditer.